Moi, Clara, mère d'Ophir Misrahi, supplie humblement et de toutes mes forces, quiconque a du cœur et lira cette lettre, d'aider mon fils emprisonné en Inde. Il a commis un acte impardonnable, mais même le dernier des derniers a droit à un traitement humain, quoi qu'il ait fait. Ophir a de l'asthme et dormir par terre sans couverture aggrave son état. Il dort comme un chien au milieu des souris et des rats et il est sauvagement battu. Je vous prie d'avoir pitié et de lui envoyer une couverture et un oreiller. Mon cœur saigne depuis que ce cauchemar a commencé. Malgré ce qu'il a fait, c'est mon enfant et je l'ai mis au monde dans la douleur. Je vous en prie, si vous avez du cœur, aidez-le. J'ai écrit cette lettre quand il a été arrêté. Il n'y a pas d'enfant difficile. La vie est difficile. Je l'ai fait pour l'adrénaline, pas pour l'argent. Ce n'est pas une question de courage. Pas du tout. Je n'avais pas peur, c'est tout. Entre 8 et 10 kilos. 1,5 kg de cocaïne. Un demi-kilo de hashish. Vous avez toutes les chances de passer, mais il y a un petit risque. Perdre sa liberté, c'est comme perdre l'air qu'on respire. Il n'y a rien de pire. Le sel de la terre? Oui, je suppose qu'on pourrait dire ça. Surtout quand on voit le milieu d'où je viens et les valeurs avec lesquelles j'ai grandi. Ma famille avait des valeurs fortes et elle faisait beaucoup pour la société et l'armée. C'était des gens engagés. J'ai grandi dans un milieu où il était normal de faire partie d'un mouvement de jeunesse, de conseiller des jeunes. J'avais le projet de faire des études, mais c'est tombé à l'eau quand je suis arrivée à Amsterdam. Ce qui s'est passé? Il y a quelque chose de spécial à Amsterdam, au-delà du mode de vie libéral. C'est une ville agréable, décontractée. Le matin, les gens partent en vélo, ils ne sont pas pressés ni stressés. Quand je suis partie, c'était dur en Israël. Il y avait beaucoup d'attentats, surtout à Tel Aviv. C'était une période terrible, je n'avais pas envie d'être ici. J'ai travaillé dans un restaurant, puis dans un coffee shop. Je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'un ami, un Israélien. On n'était pas vraiment un couple, ça a été trop court. Ça paraît ridicule maintenant qu'on soit sortis ensemble. Au bout d'un moment, à peu près une semaine, il m'a dit qu'il passait par Amsterdam avant de partir en Colombie pour apporter de la cocaïne. Il cherchait une fille pour l'accompagner, parce qu'il ne pouvait pas passer la drogue lui-même. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu qu'il se faisait toujours fouiller dans les aéroports et que ce n'était pas une bonne idée. Il comptait payer la fille. Il m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui serait intéressé. Et je lui ai dit, moi, peut-être.
Il m'a dit que ce serait simple. Il n'y a qu'à aller là-bas, c'est facile. On ne se fera pas prendre. Je m'occupe de tout, c'est comme des vacances. Moi, j'avais toujours rêvé d'aller en Colombie. Il n'y a pratiquement aucun risque, surtout si tu as l'allure qu'il faut. Il m'a convaincu. Ici, en Israël, je ne me serais pas retrouvée dans cette situation. J'en suis sûre. Parce qu'il y a plus de facteurs à prendre en compte. La maison, la famille, les parents, les amis. On vit dans un univers dont il est difficile de sortir. Mais quand on est plongé dans un milieu où les gens font ce genre de choses, je veux dire, j'étais pas la première. Je voyais des gens le faire autour de moi et je voyais aussi qu'ils revenaient. On appartient à une génération de jeunes voyageurs qui est un peu spéciale. Une fois qu'on a fait son service militaire et qu'on a accompli son devoir envers l'État, on est pris d'une sorte de témérité. On voyage pour pouvoir jouer les têtes brûlées et faire des choses qu'on ne ferait pas chez soi. Ce qui m'a poussée à adopter cette nouvelle carrière, c'est l'impression que j'ai tout fait. Un jour, je me suis réveillée et je me suis rendu compte qu'à 28 ans, je n'avais pas de vie. Je courais de boulot en boulot, je rentrais chez moi épuisée et je ne retirais rien. Vous allez au travail tous les matins, mais vous n'arrivez jamais à rembourser vos dettes. Elles ne font qu'augmenter. Vous êtes tout le temps triste. Je ne pouvais rien m'acheter. Je passais mon temps à parer au plus pressé, juste pour pouvoir continuer à travailler. J'ai réalisé que je n'allais nulle part et que ça n'était pas prêt de changer vu la façon dont les choses se présentaient. J'aurai toujours un salaire de 5000 shekels et je ne pourrai jamais mettre de l'argent de côté. Je mourais d'envie de faire des études. J'en rêvais. Et puis, une occasion s'est présentée. J'ai rencontré quelqu'un qui connaissait ma situation financière. Il m'a dit, et si on faisait quelque chose ensemble? Vas-y, j'écoute. On va sortir quelques valises d'Inde et gagner de l'argent. J'ai dit oui tout de suite. Je suis là, dos au mur, et ce type me dit, j'ai un moyen. Je peux abattre ce mur et agrandir l'espace. Je me suis dit, super. Sauf que je ne me suis pas rendu compte que derrière le mur, il y avait un balcon et qu'on pouvait passer par-dessus la rambarde. Qu'est-ce que j'avais à perdre? Je serais libre. J'adorais prendre l'avion. Et j'aurais de l'argent. Ce que je dirais aux gens? Que j'allais étudier la cuisine. Ce serait ma couverture, mais aussi mon objectif réel. Ophir allait mal depuis longtemps. Il s'était mis à faire des bêtises après avoir assisté à un attentat dans une discothèque. Avant de partir, il est resté terré pendant un moment à la maison. Il était déprimé. Un jour, il nous a dit « Je pars en Inde ». On a pensé « Après tout, pourquoi pas ? Il va voir des choses, faire des expériences, arrêter de se sentir aussi mal. » Il était vraiment dans un triste état. À son arrivée là-bas, il m'a dit que tout allait bien. Puis, plus de nouvelles pendant une semaine. J'ai appelé les affaires étrangères, il n'y avait rien à signaler. 2 semaines plus tard, j'ai rappelé. On m'a encore dit que tout allait bien. Puis, on a appris la nouvelle.
Il avait été arrêté à l'aéroport avec 4 kilos de hashish. Je me suis mise à écrire à tout le monde, au ministère de la Justice, aux Affaires étrangères. J'ai envoyé des fax partout. La seule réponse est venue du ministère de la Justice. Il n'y avait rien à faire, ça ne les concernait pas. Ça regardait la police indienne, ça n'était pas de leur ressort à eux. C'était un peu effrayant là-bas. Notre contact colombien nous attendait devant l'aéroport. Je ne sais pas s'il était de la mafia ou de la guérilla. Il était très discret et portait constamment une arme. Mais il a été très gentil avec nous, du moins avec moi, très accueillant. Il nous a fait faire du tourisme et du shopping. Les trafiquants colombiens, ils font vraiment peur. J'ai vu la marchandise qu'on allait transporter. J'ai vu combien il y en avait. Une montagne de cocaïne. C'était incroyable à voir, même si... Vous savez... C'était complètement différent. Une montagne de cocaïne, comme un diamant. C'est excitant. Vous avez l'impression d'être dans un film. Un film policier colombien. Puis le chimiste est arrivé. Son boulot, c'était de transformer la cocaïne en liquide. Ensuite, il l'a conditionnée. Dans des bouteilles de shampoing et d'alcool. On remplit les bouteilles de cocaïne liquide avec un peu de shampoing par-dessus, comme ça. Si quelqu'un ouvre la bouteille, il voit du shampoing. Ensuite, il a mis de la colle pour que ça reste bien fermé. Mais il est tombé une goutte, ça faisait louche. On la voyait quand on ouvrait la valise. Je lui ai dit que ça m'inquiétait. Il a répondu, « T'en fais pas, personne n'ira regarder. Ils verront rien, ça va. » Le matin du départ, on se pose des questions. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que je mesure bien les conséquences? Je me suis regardée dans le miroir en me demandant, « Tu sais ce que tu fais? C'est vraiment toi? Tu vas faire ça? » On est tellement déconnecté de soi-même qu'on fait des choses bizarres. On se regarde dans le miroir en se demandant si on est vraiment conscient de ce qu'on fait. Et là, je me suis dit, oui, je vais le faire. C'est un choc d'atterrir à Bombay la première fois. En arrivant à Goa, on n'avait pas de projet bien défini. On ne savait pas trop où on allait aller, ni quand, ni comment, ni avec quoi. En partie parce que le garçon avec qui je travaillais fumait tellement qu'il ne savait plus ce qu'il faisait. Mais on s'est repris et on a fait notre premier voyage en Europe. Vous transportez une valise de X à Y. X, c'est l'Inde. Y, c'est le paramètre qu'il reste à déterminer. Vous pouvez acheter des plaques entières à un certain prix. Ou alors, vous pouvez acheter des morceaux et faire une plaque avec. Ça change le prix. Il vaut mieux acheter des morceaux. Comme ça, vous êtes sûr de ce que vous avez. Vous pouvez choisir.
Garder ceux que vous voulez et rendre ceux qui ne vous plaisent pas. Pourquoi? Ils sont moisis ou ils ne sont pas d'assez bonne qualité. La méthode de transport la plus courante, c'est le double fond. Vous prenez une valise avec une seule plaque rigide au fond. Vous fabriquez une autre plaque de bois, entre guillemets, en réalité de hashish. Vous l'emballez hermétiquement et vous cousez la doublure par-dessus. Au passage de la douane au rayon X, ça donne l'impression qu'il y a vraiment une plaque de bois à l'intérieur. Tout ce qu'on voit, c'est une matière biologique dense, qui peut très bien être du bois. Ils n'ouvrent pas toutes les valises comme ça, parce qu'ils devraient ouvrir 90% d'entre elles et les tester avec une aiguille. Pour ce qui est de l'achat, je ne connaissais pas les gens à qui on achetait la marchandise, et je m'en fichais. Tout ce qui m'intéressait, c'était que la valise soit assez sûre pour que je puisse la transporter. Et la destination. J'avais tout le temps le sourire. Au rayon X, à l'enregistrement, au contrôle des passeports. Je n'avais pas peur. Ce n'était pas une question de courage. Absolument pas. Je n'avais pas peur, c'est tout. Si vous arrivez en Europe en provenance d'Inde sur un vol direct, vous passez un contrôle de sécurité très strict. Parce que c'est l'Inde, c'est l'Orient. Comment éviter ça? En prenant une correspondance à Zurich. Ma destination finale est Amsterdam. Je ne fais que passer à Zurich. Je ne m'arrête pas pour faire du ski. Ils se fichent de ce qu'il y a dans ma valise. Ils la jettent dans l'avion suivant. Je me perds dans la masse. C'est parfait. Quand j'atterris à Amsterdam, ils pensent que j'arrive de Zurich. L'avion de Zurich n'est pas soumis au même contrôle de sécurité. En fait, il n'y a pas de contrôle du tout. Il faut que ça aille vite. Ils ne peuvent pas retarder des milliers de passagers sur les vols européens juste à cause d'une valise qui vient d'Inde. Parce qu'alors, ils devraient aussi fouiller les correspondances. Ils n'ont pas le personnel pour ça, ni l'argent, ni les moyens. Il faut savoir comment ils fonctionnent. Et nous, on le savait. Des demi-portions comme moi, avec une valise de hache, passent au travers. Je pense qu'ils le savent. La CIA, le bureau des stupéfiants, tout le monde le sait. C'est pas un secret, je ne révèle rien. Allô, Tarek? C'est la mère d'Ophir. Il est au tribunal aujourd'hui? Vous lui dites de m'appeler sur mon portable? Dans une demi-heure. Merci beaucoup. Au revoir. Soit il lui donne le téléphone, soit il l'emmène au centre commercial et il appelle de là. Il l'emmène dans un magasin pour qu'il nous appelle. Dans une demi-heure. On pensait qu'il y en avait pour un mois ou deux. On ne savait pas que ça durerait des années. Avant, je n'étais pas aussi dure. Mais après toutes ces épreuves, ça fait 2 ans et 4 mois. Et maintenant, je sais comment ça se passe. Personne ne vous aide. Il n'y a que la famille et l'argent. Il y a des gens qui ont vendu leur maison. Moi, je n'avais rien à vendre. J'étais sur la paille. Juste avant son arrestation, mon entreprise a fait faillite. J'ai des dettes partout et on rembourse des fortunes. Je travaille jour et nuit dans une maison de retraite. Allô? Bonjour, maman. Mon bébé. Tu me manques tellement. Comment ça va?
T'es où? À la maison, j'ai pris ma journée. Il y avait une audience aujourd'hui? Ils ont entendu un témoin. Il en reste encore un. Juste un? Plus qu'un et c'est fini. Quand est-ce que tu reviens? Le jugement finit dans 10 jours. Ensuite, ils rendent le verdict. Ça prend 2 semaines. Je me fais soigner les dents et je rentre. Quoi? Tu veux rester en Inde pour te faire soigner les dents? Je te rejoindrai. Je te passe mamie. Elle est où? Ici. Tu veux lui parler? Je te la passe 1 minute. Rentre à la maison. On en a assez de tout ça. On en a assez. Ophir? Mamie! Bonjour mon bébé. Je suis malade. Je suis au lit. Malade? Ça fait rien tant que toi t'es en bonne santé. C'est rien. Oui. Oui. Ophir? Comment ça va à la maison? Bien. La seule chose qui nous manque, c'est toi. Juste toi. Je rentre bientôt. Vraiment? D'accord. Au revoir. Ça bip. Allô? Alors, tout va bien? Tu nous manques vraiment. Il faut que je raccroche. Ophir, Je dois raccrocher. quand est-ce qu'on se reparle? Le 28. Maman, je me balade dans Bombay, je vais dans les magasins. Vraiment? Il est à Bombay. J'ai l'air de souffrir? Je ne sais pas, moi je souffre. Pas toi, moi. Ok, ok. Mon bébé. Ça va couper. D'accord, Dieu te bénisse. Au revoir. Au revoir. Vous avez provoqué un miracle en venant ici. Un miracle. Un miracle. Dieu vous bénisse. Je descends dans un hôtel, j'informe mon contact que je suis arrivée. Il passe un coup de fil et dit à son interlocuteur, elle est là. Puis il m'appelle. On se retrouve quelque part. Je leur donne la valise. Et voilà. C'est la liberté. Les musées, l'un après l'autre. Les librairies. La musique. Tout ce que je n'avais pas le temps de faire chez moi. Combien vous transportiez et combien vous gagnez? À mon premier voyage, je crois que c'était entre 8 et 10 kilos. Et j'ai touché quelque chose comme 5 000 euros. Je ne me souviens pas exactement. Souvent on me dit, tu as pris tous ces risques pour seulement 5 000 euros. Tu t'es fait avoir. Le vendeur et l'acheteur gagnent beaucoup plus que ça. Mais c'est leur truc, pas le mien. Si je voulais gagner plus, je vendrais ou j'achèterais. C'est autre chose. Et j'ai choisi ce créneau-là, et dans ce créneau-là, c'est ce qu'on gagne. J'ai dit la prière des voyageurs et je suis arrivée à l'aéroport de Bogota. J'avais le cœur qui battait et j'étais super tendue. Tous ces policiers autour de moi, le stress d'être dans un aéroport, tout ça. Mais j'ai repris mes esprits. Et j'ai eu la chance de passer tout de suite au rayon X. Ça s'est fait très vite. Ils ont scanné mon bagage et l'ont mis dans l'avion. J'ai pensé que mon travail était fini et qu'à partir de là, tout irait bien. Mon plus gros souci, c'était d'arriver à sortir de Colombie. À Bogota, on devait prendre un premier avion. 1 heure de vol pour les Caraïbes où on était censé passer quelques jours. Ensuite, on devait continuer vers Amsterdam. Arrivé dans les Caraïbes, on est descendu de l'avion séparément et on s'est donné rendez-vous à l'extérieur. J'ai attendu l'arrivée des bagages. J'ai attendu.
attendu, mais rien ne venait. Je voyais tout le monde prendre sa valise et la mienne n'était toujours pas là. J'ai commencé à stresser. Enfin, elle est arrivée, je l'ai prise et je suis allée vers la sortie. Et là, j'ai vu d'immenses files d'attente, un contrôle de sécurité. J'ai demandé ce qui se passait. On m'a dit que le vol était suspect et qu'il cherchait de la drogue. Après mon service, j'ai voyagé en Europe et en Extrême-Orient. Comme à plein d'autres gens, on m'a proposé de transporter quelque chose en Europe. On ne me disait pas quoi, ni comment, ni pourquoi, et je ne demandais rien. Je fermais les yeux, je ne voulais pas voir ce que je faisais. J'ai fait 1 an et demi de prison en Inde. 1 an et demi, c'était, je ne sais pas comment dire, un cauchemar. J'avais l'impression d'être dans un camp d'extermination. Les gens attrapent des maladies inimaginables. Ils meurent, ils sont tabassés, ils ont des tics, ils dorment par terre. La vie humaine n'a aucune valeur là-bas. Quand j'ai rencontré Ophir, on s'est mis à pleurer. Moi, je pleurais parce que je savais ce qu'il attendait. Lui, parce qu'il n'en avait encore aucune idée. On devait sans arrêt lui expliquer ce qu'il fallait dire ou ne pas dire selon les circonstances. Par exemple, quand le gardien arrive, il faut dire que tout va bien. Sinon, on vous jette dans un quartier avec 400 prisonniers où on ne peut ni manger, ni dormir et où ça grouille de cafards, de souris et de chats. On dort sur le côté parce qu'on n'a pas la place de se retourner. Il n'y a de l'eau qu'1 heure le matin et on est censé la faire durer toute la journée. Il était couvert de mycose. Oui. Il n'est pas allé à l'hôpital? Non. Il y a un garde qui se promène avec une boîte à chaussures pleine de comprimés en vrac, de 100 couleurs différentes. Vous lui dites ce qui ne va pas, par exemple un mal de ventre, il choisit une couleur et vous donne un cachet. Et ils sont tous périmés. On n'avait pas besoin de ça. On était une famille tranquille. On s'occupait de nos affaires. Personne ne savait ce que faisait Ophir. Maintenant, ça ne me gêne même plus de passer à la télé. Je me moque que le monde entier sache qu'Ophir est en prison. Je me moque de ce que les gens pensent. Pourquoi? Parce que je sais par quoi je passe. Et je crie à toutes les mères et à leurs enfants, voyagez, mais faites attention. Derrière le plaisir, il y a aussi le mal. Prenez garde au mal. Dans ma famille, tous les anniversaires tombent en juin. Je voulais aller en Europe pour acheter des cadeaux, récupérer de l'argent que j'avais à droite à gauche et rentrer à la maison avec mon bon petit pécule et des cadeaux pour tout le monde. Alors j'ai mis la pression autour de moi. Ça s'est fait dans la précipitation. L'homme qui s'était chargé d'emballer la drogue pour nous n'était pas en Inde mais en Europe. Alors on en a fait venir un autre. Celui-là nous a fourni 5 valises qui étaient censées être prêtes à partir. Il y en avait une pour moi. Quand on me l'a apportée, j'ai dit « Waouh !» Là, il pourrait y avoir un problème. Mais refuser de la transporter retarderait encore les choses. Et il fallait absolument que je monte dans un avion. Alors, on a essayé d'arranger la valise. Sur le plan esthétique, on a réussi. Elle avait l'air bien. J'ai pris un bus pour Bombay et je suis descendue dans un hôtel. Le soir, je suis allée à l'aéroport. J'arrive devant le portique, ma valise passe. Le type m'appelle et me demande « C'est quoi ces boîtes ?» À ce moment-là, j'ai compris que c'était fichu. Le problème avec la valise n'était pas esthétique, c'était plus profond que ça. Ça ne se voyait pas de l'extérieur.
Le problème, c'est qu'il n'y avait pas une seule plaque de hache. Il y avait des bandes. Alors le type m'a dit, on va l'ouvrir. On l'a ouverte, on l'a vidée et on l'a repassée au rayon X. Une valise vide, avec des boîtes à l'intérieur. Pourquoi des boîtes dans une valise vide? Bon, on va défaire la doublure. Qu'est-ce que c'est que ça? Une plaque de plexiglas et sous cette plaque, un bloc couvert de ruban adhésif. Je ne voyais pas le garçon qui m'accompagnait. Il devait être en train de m'attendre à l'extérieur de l'aéroport. J'ai compris que je ne pourrais pas sortir sans être fouillée. Mon tour est arrivé. Le policier a commencé à ouvrir ma valise pour regarder à l'intérieur, tout en me posant des questions. Qu'est-ce que j'avais fait en Colombie? Est-ce que j'avais de l'argent sur moi? Vous n'êtes resté qu'une semaine là-bas, il me dit. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je me démontais pas, je parlais avec lui. Puis il a vu la goutte de colle. Il m'a demandé ce que c'était et j'ai pas su quoi répondre. C'est là qu'il a compris, je suppose. Il a pris une aiguille, il l'a enfoncée, il l'a sentie et il a dit « cocaïne ». C'était terminé. C'est un moment terrible. Vous avez l'impression que tout l'aéroport vous regarde et les policiers vous sautent dessus immédiatement. Mon visage est devenu tout blanc, j'ai pensé « ça y est, ma vie est fichue ». J'étais hystérique. Quand ils m'ont passé les menottes, je leur ai demandé de les enlever, mais ils ont refusé. Alors je l'ai fait moi-même. J'ai retiré mes mains des menottes. J'étais tellement hystérique que je les ai sorties de force. Le lendemain, elles étaient couvertes de contusions. Ils ne revenaient pas. Je leur ai dit, donnez-moi une cigarette et enlevez-moi les menottes. Je me tiendrai tranquille. C'est un tel stress. On ne peut pas décrire l'effet que ça fait d'être menotté et privé de liberté. Si vous m'aviez demandé à ce moment-là si je pensais que ça allait arriver, je vous aurais répondu non. On ne s'y attend pas. Et c'est tellement horrible. Si j'avais pu aller me cacher sous terre, je l'aurais fait. Quand on en parle comme ça, de voyager, de passer de la drogue, tous ces trucs, ça paraît cool. Mais quand on se fait prendre, c'est la honte. C'est vraiment la honte. On m'a emmené dans un bureau avec la valise et les pressions psychologiques ont commencé. Je ne pensais pas que j'allais finir en prison. On m'a mise dans une pièce avec un policier. Il me dit, jeune fille, tu n'as pas envie d'aller en prison. Combien tu as dans ton portefeuille? Je réponds 500 €. Il me dit, c'est pas beaucoup, tu sais. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas me donner tes 500 €, me fournir quelques noms, et je vais laisser les choses suivre leur cours. 500 €, c'est pas assez pour moi. J'obtiendrai de l'argent de quelqu'un d'autre, par exemple des gens qui t'ont envoyé, par mes propres moyens. Si je te laisse partir, tu te feras prendre à Londres, parce que l'emballage est abîmé. Tu te feras arrêter là-bas, mais c'est mieux que de te faire arrêter par moi. J'ai réfléchi et je me suis dit, allons-y. J'ai vidé mon portefeuille. Prenez. Et j'ai tout déballé. J'aurais signé sur les murs s'il avait fallu, parce que je savais que j'allais sortir de là. Il a changé mes 500 € en roupies. Il a posé les billets devant moi sur la table. Et il a dit, 500 €, il va te falloir plus que ça pour te tirer d'affaire.
J'ai envoyé un SMS à un ami en Israël. Appelle le consulat, appelle le ministère des Affaires étrangères, dis-leur que j'ai été arrêtée. Trouve un moyen d'annoncer la nouvelle à mes parents. Si tu vas en Inde, tu penses qu'ils vont te dire « Allez-y, ramenez-le chez vous ?» À quoi ça va servir? À quoi? À améliorer ses conditions de détention. Ils lui ont donné un matelas après que je me suis battue et que j'ai envoyé des lettres. Il l'a eu un an plus tard. Tu te souviens comme il pleurait? Il a fait une erreur, mais c'est son erreur. Et maintenant, c'est sa famille qui paye. La vie qu'on avait avant est finie. Jour et nuit, on ne pense qu'à Ophir. Et les jours de fête, c'est l'enfer pour elle. Elle est complètement déprimée. Je n'ai pas le choix. Avec les enfants, il faut de la chance. Avec les enfants et les appareils électriques. Un jour, ils vous lâchent. Elle a des enfants super, vraiment. Mais il y a une brebis galeuse. Ce n'est pas une brebis galeuse, mon bébé. Regarde ce qu'il a fait. Chacun son histoire. Toutes les femmes étrangères qui étaient là avaient été arrêtées pour trafic de drogue. Imaginez une très grande pièce avec 130, 150 femmes enfermées dedans. Ou 60 à 80 les bons jours. Et parfois des enfants aussi. Selon la législation indienne sur la drogue de 1985, pour un délit comme le mien, c'est la détention sans possibilité de libération sous caution jusqu'à la fin de la procédure. La procédure peut prendre de 2 à 6 ans. Il y a une femme pour qui ça a duré 7 ans. Mon premier jour en prison, je n'ai pas écrit à ma mère. Je l'ai fait 2 jours après. C'est là que j'ai fondu en larmes. Pas pour moi, mais parce que j'imaginais ma mère apprenant la nouvelle. Elle essaie de comprendre pourquoi je n'écris pas. Des tas de scénarios lui passent par la tête. Tout en écrivant, je regarde ma lettre avec ses yeux et je sais qu'elle traverse l'enfer. Que son univers s'écroule. Elle me répond. Et dans sa lettre, elle dit « J'ai lu ce que tu as écrit. J'ai bien étudié ton histoire. Et j'en conclus que tu n'as rien fait de mal. » Ça, c'est une mère. אימא שלי. Excusez-moi, je cherche Sunshine Court, le tribunal. Sunshine Court, oui. Par là? Je pense que c'est de là qu'Ophir m'appelle. Le magasin. Excusez-moi, où est le tribunal? Un barbier. S'il vous plaît, où est le tribunal? Sunshine Court. Vous ne savez pas? S'il vous plaît, le tribunal. Sunshine Court. Non plus. Où est le tribunal? À gauche? Par là?
Excusez-moi, où est Sunshine Court? Le tribunal? Tout droit. Ah, voilà. C'est là. Mon pauvre fils. Regardez où sont la justice. Comment voulez-vous qu'on la quitte? À un moment, on vous dit de téléphoner à vos parents. Mais je n'avais pas envie de le faire. Je préférais qu'ils me croient morte plutôt qu'ils apprennent ce que j'avais fait. Je me disais que j'avais fait l'imbécile, je m'étais mise moi-même dans le pétrin, et c'était à moi de me débrouiller. Ça a été une conversation très stressante, très difficile, et j'ai pleuré pratiquement tout le temps. Ma mère s'en est prise à elle-même, elle se demandait ce qu'elle avait commis comme erreur. Je sais que pour elle aussi ça a été très dur. Le garçon avec qui j'étais a été arrêté 2 ou 3 jours plus tard. Il a tout nié. Il a dit qu'il ne me connaissait pas et qu'il ne savait pas ce que je faisais. À un moment, ils nous ont confrontés. Tout à coup, vous avez devant vous quelqu'un qui vous fait vraiment peur. Vous voyez le mal en lui, c'est affreux. Surtout quand il vous regarde et affirme ne même pas vous connaître. Pendant la confrontation, on a donné chacun une version différente. Et ça a été à la police de démêler tout ça. J'ai des journaux, des serviettes, des chapelets pour les gardiens, du savon et des photos de la part de ses neveux. 2 cartouches de cigarettes. Des femmes arabes à mon travail achètent les chapelets à Jérusalem-Est. Les gardiens les égrènent entre leurs doigts. Ils comptent les jours. Et en même temps, ils prient. Ils viennent de Jérusalem-Est, c'est marqué sur l'emballage. Ophir les offre aux gardiens pour qu'ils l'aident. Il leur donne des trucs. Il doit savoir quoi donner à quel gardien. Il m'a dit d'en acheter 5. Made in China? Mais c'est fait en Jordanie. Ou alors les filles se sont trompées. Il y en a plus de 5.
Dieu te bénisse, mon chéri. Je serai là mercredi. Je t'aime, embrasse tout le monde pour moi à la maison. Je suis là pour t'aider. Embrasse les enfants, papa, mamie, tout le monde. Mercredi, je serai là. Si Dieu le veut. Sinon, je viendrai samedi. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Il a pris beaucoup de poids, c'est incroyable. Il est énorme. Il a l'air en pleine forme. Il dit que c'est bientôt fini. Si mercredi, il n'y a pas assez de policiers pour l'amener au tribunal, on paiera un garde privé. Ophir nous a dit quoi faire. Il y a un homme au tribunal qui travaille pour le juge. Si on lui donne un peu d'argent, il l'amènera lui-même. Le procureur a requis la peine maximale contre moi. Le minimum, c'est 10 ans. Le minimum. Vous pouvez prendre 30 ans. Les juges ont pour politique de condamner les gens pour soigner leur image. Voyez combien j'en ai condamné. J'ai compris que les passeurs arrêtés à l'aéroport perdent généralement devant le tribunal régional. C'est une bataille en 2 étapes. D'abord devant le tribunal régional, puis devant la cour d'appel. Il y a une erreur que font beaucoup de gens. Ils gaspillent tout leur argent et toute leur énergie devant le tribunal régional. Ils récoltent une peine de 10 ans et là, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus d'argent pour faire appel. Plus de ressources, plus d'énergie, plus rien. Le procès a été assez court. Ils nous ont lu les chefs d'accusation et nous ont demandé si on plaidait coupable ou non. Je savais que je devrais faire preuve de remords et j'ai vraiment essayé. C'est bizarre, pendant 4 mois j'avais pleuré sans arrêt, mais au moment où j'en avais le plus besoin, je n'y arrivais pas. Je n'avais plus de larmes. Pendant le procès, ils ont essayé de comprendre ce qui était arrivé. Vous aviez un travail, des activités, une vie. Vous n'étiez pas dans le besoin. Alors pourquoi ? La juge était horrible. Avant le procès, mon avocat m'a dit « C'est la pire juge qu'on pouvait avoir, mais ça va aller. » J'ai lu les psaumes et j'ai fait ce que j'ai pu. Mais en fait, on a simplement eu de la chance. Le procureur n'a pas demandé grand-chose. Et c'est ce qu'il a obtenu. C'est-à-dire 14 mois. J'en avais déjà fait 5, un tiers donc. Il me restait 9 mois. Le sentiment le plus horrible, que personne ne peut comprendre si ça ne lui arrive pas personnellement, c'est de perdre sa liberté. Quand on comprend que perdre sa liberté, c'est comme perdre l'air qu'on respire, il n'y a rien de pire. Si ça n'était pas arrivé, si je n'avais pas été arrêtée et si tout avait marché comme prévu, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'audience. Comme il n'y avait pas assez de gardiens, ils n'ont pas amené Ophir. Tout ce qu'on a fait hier, tout ce qu'on a donné au gros bonhomme, ça n'a servi à rien. L'avocat a promis qu'il comparaîtrait samedi. Alors j'attends. Vous êtes restée assise là tout ce temps? Je suis restée assise et j'ai attendu.
Tous les gens qui passaient me disaient « Peut-être qu'ils l'amèneront, peut-être pas ». J'ai attendu 4 ou 5 heures, pour rien. Comment ça va? Très mal. Honnêtement, aujourd'hui, ça va très mal. Je ne vais pas prétendre le contraire. Je me sens mal depuis ce matin. Je voulais tant le voir. Je suis démoralisée. Maintenant, je dois attendre jusqu'à samedi. C'est là qu'il faut de la force de caractère. Arrêtez de filmer. Je veux juste rentrer. L'accusation a commis l'erreur stratégique de se reposer sur ses lauriers après mon arrestation. Ils avaient mes aveux et ils pensaient que le dossier était bouclé. Il suffisait que tout le monde vienne à la barre raconter ce qui s'était passé. Affaire classée. Mais les preuves étaient lacunaires. Elles ne collaient pas avec mes aveux. Le tribunal devait vérifier que mes aveux concordaient avec les pièces à conviction. Si vous ne présentez pas des preuves qui confirment mes déclarations, alors tout ce que vous avez, ce sont mes déclarations. Et elles peuvent avoir été faites dans des circonstances douteuses. Sous la pression, par exemple. Une pression qui m'aurait fait craquer et qui est illégale. Le juge a dit « Écoutez, je ne crois pas à son histoire. Mais vous n'avez pas apporté la preuve de sa culpabilité. Vous avez porté des accusations, mais sans les prouver. Elle est libre. » Je m'attendais à être déclarée coupable. En entendant ça, je me suis tournée, j'ai poussé du bras mon co-accusé et je lui ai dit « Dépêche-toi avant qu'il ne change d'avis. » Le juge m'a entendu, le procureur aussi, et le secrétaire, et tout le monde a éclaté de rire. C'était fini, j'étais libre. Ma mère a regardé autour d'elle parce qu'elle n'avait pas entendu le juge. Elle ne comprenait pas pourquoi tout le monde riait. Quoi? Ma fille prend 10 ans et tout le monde rigole? Qu'est-ce qui se passe? On lui a expliqué. Votre fille est acquittée. Et voilà. Ça fait 2 semaines qu'on attend qu'il comparaisse, juste pour une traduction. Un jour, il n'y a pas assez de policiers. Le lendemain, il y a un problème au Parlement. Ils sont là-bas et il n'y a personne pour l'amener. Le 3e jour, le juge ne sait pas pourquoi il n'est pas là. Mais tu l'as vu en prison? Le consul y est allé une demi-heure avant. Ils lui ont dit oui, non, oui, non. Finalement, j'ai pu entrer et j'ai passé un très bon moment avec Ophir. Beaucoup d'émotions, de bisous, d'amour. J'ai senti son odeur. Pour 20 minutes, il aura fallu batailler 3 ans. J'espère qu'il sera rentré pour Rosh Hashanah. J'avais espéré qu'il soit libre pour Pâques, mais ça ne s'est pas fait. Il me manque. Je voudrais qu'il soit avec moi. Je suis en train de faire une sorte de psychothérapie sans psychologue. Je me dis que ce n'est pas si terrible, alors qu'en fait, ça l'est. Mais l'un dans l'autre, Ophir arrive à faire face. Il s'en sort. Cet endroit est affreux, mais ça pourrait être pire. Je rentre en Israël, l'esprit plus tranquille. Pas comme il y a 3 ans, quand des images horribles me traversaient l'esprit. Je pensais qu'il était dans un endroit où on battait les gens. J'ai l'impression qu'il sait comment survivre ici. Et s'il y en a encore pour 1 mois, ou même 2 ou 3, il y arrivera.
Ça a été bénéfique pour moi de vivre ce processus psychologique. J'ai mené cette réflexion seule. J'ai été seule tout ce temps. J'ai eu le temps de réfléchir. J'ai peut-être fait des erreurs en tant que mère. Je n'arrêtais pas de penser à comment les choses auraient tourné si je l'avais élevé autrement, si sa vie avait été différente. Je me sentais responsable de beaucoup de choses. Peut-être que je n'ai pas su le guider. J'espère qu'en rentrant en Israël, je serai une femme meilleure, plus généreuse, parce que j'ai vraiment changé ici. Je ne peux pas l'expliquer, je ne peux pas vous dire comment, mais j'ai franchi une étape psychologique. Entre autres, parce que j'ai vu mon fils, mais pas seulement à cause de ça. Peut-être parce que j'avais besoin de m'éloigner d'Israël pour comprendre qui je suis. C'est peut-être ça. Un temps de réflexion, de solitude, pour devenir une mère et une épouse meilleure. J'ai changé ici, c'est clair. Je suis mariée depuis 39 ans et je n'ai jamais été seule, sans les enfants. C'est une autre Clara qui rentre chez elle.